Pascal, le plus souvent on voit une photo de vous, je veux dire dans les magazines spécialisés, dans la presse, avec un couteau entre les dents. Hein? Ouais. Oui, avec un couteau entre les dents. Or, je sais que vous faites maintenant des commandos. Vous êtes vraiment une kamikaze comme ça, une guerrière? Non, non. Pas du tout. Non, non, mais j'aime bien les choses qui tranchent un peu. Voilà. La lame, quoi, en fait. La lame, ouais. Voilà. Et puis en fait, état de l'âme, c'était. c'était à propos de ça. Donc Voilà. cette séance de photos suivait la sortie de ce bouquin. Voilà. Et donc, État de l'âme, c'était un livre qui racontait quoi? Les états d'âme d'un poignard? C'était effectivement un livre qui racontait ce que devenaient les terroristes longtemps après, en fait. Et le point de vue pris pour raconter cette histoire, c'était l'arme du crime, quoi. Et donc, c'était lui qui parlait à la première personne. C'est pas du tout un livre de science-fiction, donc cet objet ne se déplaçait pas, mais par contre, il avait des sentiments et des envies. Il avait un langage aussi. Voilà, il avait un langage, évidemment, et ça permettait d'avoir un point de vue sur le reste de l'humanité, puisque le poignard ne peut pas se déplacer seul, mais par contre, il survit à l'être humain qui le manipule. Donc c'était un point de vue intéressant. Tous vos livres, c'est un point de vue aussi sur la société. Aussi, oui, mais en tout cas, à chaque fois, une construction différente. Donc, pour amener notre réflexion, ouais. Ou pour l'étayer, pour l'affiner peut-être. Et pour construire le récit. Donc à chaque fois, il y a effectivement quelque chose qui est dit, il y a une histoire qui est racontée, il y a une structure pour la raconter. Alors avec le commando, avec le couteau entre les dents, le premier couteau, hein, les seconds couteaux, on le laisse derrière. Ouais, non. C'est arrivé, ouais, ça. Ouais, non, alors premier couteau. Ce couteau voulait être le poignard de duel reposé sur de la soie rouge dans un coffret serti de diamants et de pierres précieuses. Quelle belle phrase. Hein. C'était beau, hein? Ouais, j'aime bien avoir des ambitions comme ça. Voilà. Alors, il suffit de les assumer, c'est tout. Voilà, c'est alors, ça. on fait un commando avec cela. Alors, qu'est-ce que c'est que ce commando de lecture? Ah oui, ça c'est autre chose. C'est effectivement, commando lecture, c'est un peu la même chose, c'est de casser l'image en fait. Donc là, dans l'histoire de la photo, je voulais casser l'image qu'on pouvait avoir des écrivains qui posent gentiment près d'une cheminée ou contre une étagère pleine de livres ou rêvassant devant leur bureau. Donc là, d'où le couteau, etc. Et là, en fait, je voulais faire des choses sur la lecture dans les écoles, et aujourd'hui on ne parle pas de la lecture comme on en parlait hier, et le livre a une mauvaise image auprès des jeunes. Donc souvent c'est vu comme quelque chose d'un peu chiant, et donc on voulait un peu marquer le coup, et du coup il y a 5 comédiens qui arrivent habillés en Matrix, lunettes noires. Ils arrivent dans les écoles. Ah, ils arrivent dans les classes. Mais les écoles ne sont pas prévenues. Sont vaguement prévenus, en fait. Prévenus. Ouais, c'est ça. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, mais les élèves ne sont pas prévenus. Le prof sait qu'il va se passer quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et donc, ces 5 comédiens rentrent dans les classes habillés comme ça, en cuir, avec des petites lunettes noires, et lisent du texte contemporain pendant 12 minutes. Et personne ne les interrompt. Ah non, non. Ah ben non, ça, quand il y a 5 mecs comme ça dans une classe, il n'y a personne qui mouffe. Non, et l'impact est réussi, quoi. Donc, bon, l'idée, c'était que, dit comme ça, le nom des auteurs qu'ils auront entendu, puisqu'il est inscrit au tableau, ça restera. Quoi qu'il arrive, je ne dis pas qu'ils vont se précipiter sur Alexandre Vialat, par exemple, qui est élu à ces occasions-là. Mais en tout cas, ils se souviendront de ce nom, quoi. Au moins qu'un texte puisse avoir une résonance. Voilà, alors ça c'est l'objectif qui est poursuivi dans les écoles, une résonance du texte et aussi de l'objet livre. Et en dehors, ces commandos font aussi des interventions où il y a la lecture d'un communiqué pour rappeler en fait que le livre est doit rester au centre de l'apprentissage. Et ça c'est un message qui m'est précieux, parce que quand on va dans les écoles, plus rien n'est fixé dans les livres. On apprend la grammaire sur des photocopies, l'histoire aussi sur des photocopies, et sans être parano. Le fait qu'on apprenne certaines périodes de l'histoire sur des photocopies me donne le frisson. Il suffirait qu'on oublie une photocopie. Voilà, il y a des pans entiers de l'histoire qui disparaissent, et il faut se souvenir que c'est juridiquement d'ailleurs fixé, le savoir est dans les livres, et en tout cas est authentifié par la publication, quoi, et pas par les photocopieurs. Voilà. Alors, quand vous ouvrez un journal, ce que vous regardez d'abord, ce sont les faits divers et la nécro. Exact. Drôle, non?
Non, pas drôle. Enfin, Ouais. bon, c'est pas drôle du tout. Nécro, c'est pas rigole pas, parce que ce genre de c'est dans ce sens-là que On je rigole disais, pas, ouais, les non, faits c'est pas divers, ce drôle, sont ouais. des massacres, c'est des Ouais, non, tueries. c'est Et puis vraiment... la nécro, c'est des Voilà, morts. En c'est fait. donc pas Hein. drôle, mais c'est le seul endroit du journal où on parle des gens. En fait, ailleurs, on parle des électeurs, des consommateurs, des téléspectateurs, de tout ce qu'on veut, mais dans les pages de faits divers, on raconte l'histoire de Madame Truc qui s'est fait trucider par Monsieur Machin ou dont la voiture a été massacrée par ses voisins X et Y. Enfin, on parle des gens, on raconte des histoires. En nécrologie aussi, hein, quand vous voyez les remerciements ou la manière dont c'est rédigé, ça apprend beaucoup sur les gens. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est ce matériau-là, en fait, avec lequel je travaille. Avec une vue pas du tout ni condescendante, ni de spécialiste, ni de sociologie, mais de proximité, quoi. Finalement, du polar, du roman noir. C'est plus qu'un peu tout ça, effectivement. En plus, mon histoire fait que ma mère est allemande, mon père est français. Donc il y a une période de la scolarité où on apprend la Deuxième Guerre mondiale. Pour ma part, j'ai appris ça en France et les choses étaient très claires. Les bons, c'était les Français, et des Américains et des Anglais, mais enfin c'était surtout les Français. Les mauvais, c'était les Allemands. Et les Russes. Et les Russes, mais enfin ça c'était accessoire. Non, mais je veux dire, au centre d'auto, par exemple, c'est ça. Faisons simple, oui, par rapport à ça, mais faisons simple, c'était donc les bons, les Français, les méchants, les Allemands. Et donc quand vous avez des parents qui sont de ces deux nationalités, et que les grands-parents ont combattu dans deux camps différents, et que les récits qui vous reviennent sont les mêmes, c'est des mères qui attendent, des enfants qui pleurent, le bruit des bombes, les rationnements, etc., etc. Les mêmes souffrances. Les mêmes souffrances, donc c'est un peu difficile de cautionner cette dichotomie claire, bon d'un côté, méchant de l'autre. Alors ça apprend à un peu la distance, en fait. Et le roman noir, c'est un peu ça. Hein, c'est, à ne plus cliver, quoi. En fait. Voilà, et puis un peu de distance, puis les choses sont... et la morale n'est pas forcément la morale qui est inscrite dans le code de Napoléon. Hein. Il y a parfois des morales qui sont... Il y a des salopards qu'on aime, et il y a des gens bien qui sont détestables. Hein. Alors je disais polar et roman noir, mais c'est pas la même chose. Enfin, polar, ça dépend. Polar dans le sens de roman policier, là c'est plutôt plus manichéen, je veux dire. Donc en général, on cherche à savoir qui a commis un crime, qui a enlevé la jolie héritière, qui a volé le pognon. Et donc à la fin, en général, c'est plus ou moins, la morale est plus ou moins sauve. Dans le roman noir, on cherche essentiellement à savoir pourquoi. C'est plus politiquement correct, le polar ? Le roman policier, oui. Je veux dire, oui. Même si, bon, il y a d'autres éléments. Hein. Le roman noir que vous appelez la noire. Oui, c'est ça, le noir. Donc, c'est effectivement... Non, vous dites la noire, hein. Oui, mais à cause de la couleur série, de la collection. Oui, oui. Mais c'est effectivement de savoir pourquoi. Donc, dans le pourquoi intervient tous les éléments sociaux. Le fait de naître ici, le fait d'avoir tel boulot, le fait d'avoir tel parcours, effectivement, ça détermine... C'est un regard critique sur la société. Ce qu'on fera, c'est en tout cas historiquement un roman, une littérature de contestation, quoi. Ben, en tout cas, qui sert à dire, à dénoncer, plus qu'à faire des jolies phrases. Vous dites, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la manière dont la société nous opprime, mais comment nous avons la capacité de survivre au milieu de tout cela. Ce qui me plaît, c'est l'humain. Oui, mais effectivement, je pense que c'est la... Le mystère vient de là. Bon, on comprend comment fonctionnent des machines, on comprend comment fonctionnent les règles économiques, et nous là-dedans, quoi. C'est ça qui m'intéresse. C'est quand on ferme une usine, bon, alors les raisons économiques sont claires, et nous, quoi. Et qu'est-ce qu'on devient, nous? Comment on arrive à accepter des choses? Comment on arrive à accepter de regarder les journaux télévisés, de manger après comment on accepte des trucs, comment on accepte de refuser de l'argent à des gens qui nous en demandent dans la rue, et puis en dépit de nos valeurs. Donc voilà, tout ça, ça m'intéresse. On ne sait pas ce qu'on est censé faire sur cette planète bleue. Et pourtant, on le fait avec une conviction qui nous honore. Et donc, voilà. C'est l'humain, mais c'est aussi le contemporain, c'est l'immédiat. Oui, tout à fait. Parce que c'est l'urbain, on va y venir avec Bruxelles, mais je me souviens que vous citiez cet exemple dans l'atelier d'écriture, je crois que c'est à Mons que ça se passe, où un élève vous dit Pierre Corneille, je n'ai rien à lui dire. Ouais.
Et Franck Pavlov, oui. Hein, oui, oui, c'est ça. Et avec vous, ça. Non, c'est ça, On parle la même langue et on vit dans la même époque, quoi, en fait. Hein. Moi, je parle d'aujourd'hui, évidemment. Ce qui est aussi une caractéristique du roman noir, c'est on parle d'aujourd'hui avec un vocabulaire d'aujourd'hui, des références d'aujourd'hui, même si le roman noir prend ses racines dans le passé, évidemment. Ah. Mais là, moi, je peux parler que d'aujourd'hui. Je serais très mauvaise à établir un roman noir qui se passerait durant l'Antiquité, par exemple. Par contre, aujourd'hui, oui, je regarde, mais j'observe, en fait. Je regarde, ça m'intéresse. Encore que vous regardez le direct, mais que c'est pas du direct que vous faites, c'est de l'inspirer du direct. Oui, bah, évidemment, parce que je ne suis pas sociologue. Direct Quoi. comme ça, Non, et je ne pourrais jamais écrire sur des faits, parce que souvent on m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas écrit sur l'affaire du Trou, les tueurs du Brabant, même les problèmes que j'ai eus, n'est-ce pas, avec certaines administrations de ce pays. Oui. J'ai pas pu parce que ça m'intéresse pas d'être aussi près. Il faut un peu de décalage. Il y a le regard, en fait, qui fait. Sinon, on est journaliste. Hein, et donc, on est dépendant de trop de choses. L'avantage de la littérature, c'est qu'on est libre. On peut faire ce qu'on veut. Oui. Souvenez-vous, on était ensemble un jour au théâtre de la Bastille. Exact. Hein, oui. Et puis je vous avais dit en sortant, qu'est-ce que c'est qu'une grande famille tout à fait différent de des deux écrivains, la littérature en général. Mais c'est ça qui fait c'est le comme charme. Une corporation. Ouais, voilà, oui. Une tribu, quoi. Effectivement. Est-ce que c'est le style qui vous unit aussi? C'est le style et puis c'est les références, quoi. C'est un peu comme ceux qui font du rock'n'roll, du jazz, par rapport à la musique classique. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas la musique classique. Donc la même chose, c'est pas pour ça qu'on ne lit pas la littérature blanche, c'est pas pour ça qu'on ne l'aime pas. Mais il y a quelque chose qui nous tient, quoi. On aime le même genre de musique, on rigole des mêmes choses. Et il y a, voilà, la sauce prend, et je sais pas pourquoi, mais ça prend comme ça. Et moi, je sais que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire ça. Hein, parce que j'en ai lu La série noire, je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisqu'il y en avait chez moi, mon père était lecteur. Et un jour, un peu par hasard, je me retrouvais dans un festival de romans noirs à Saint-Nazaire, donc pas très loin de mon fief. Ouais. Et je les ai vus, tous ces auteurs que je lisais depuis longtemps. Et je me suis dit, ils sont comme moi, quoi. Ça y est, quoi. J'ai trouvé ma famille. J'avais l'impression d'être vraiment chez moi. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Hein. On a l'impression d'une fratrie de motards qui viennent... Oui, c'est ça. Et puis, donc, de se retrouver, quoi. On se trouve et tous... Même si, politiquement, on n'est pas toujours d'accord. Je veux dire, Dantec, par exemple, je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il raconte, quoi. Mais de l'autre côté, c'est un ami, quoi. Donc, quand on se voit, on est bien ensemble, on rigole et on a plaisir à se croiser, quoi. Alors, revenir au style, justement... vous disiez quelque part que bien écrire, ce n'est pas nécessairement mettre la virgule au bon endroit, quoi, en fait. C'est autre chose, quand même. C'est autre chose, mais enfin, n'empêche, la virgule est au bon endroit. Tant mieux, on n'en revient pas, oui, c'est ça. Ouais. Il faut que ce soit... Je ne suis pas une folle de la grammaire pour la grammaire, en fait. Je ne suis pas une folle du mot pour le mot, la construction de la phrase avant tout. Il y a ce qu'on a envie de dire. Les mots portent... c'est ça, c'est à ça qu'ils servent, en fait, à dire quelque chose. Mais de l'autre côté, ça n'empêche pas d'écrire bien. Hein. Je crois que c'est Chandler qui disait, c'est pas parce que ça se lit facilement que c'est écrit facilement. Et on dit souvent de bouquins compliqués, ça se lit comme un polar. Ah ben, bénédiction, quoi. Hein. Quand on est malade, quand on part en vacances, on prend un polar. Ben, tant mieux, moi je trouve ça plutôt bien, quoi. Ça veut dire que... Qualité. Ça, ben voilà, moi je trouve ça plutôt une qualité, quoi. Dites-moi un peu, l'argot dans les polars a évolué beaucoup. On n'est plus aujourd'hui à des polars avec un argot daté. Je pense à celui de Nonce Casanova, par exemple, ou bien de La Bête aux Tamimides. Alors... Ça évolue, le langage évolue. Et alors, effectivement, comme c'est une écriture et un monde contemporain, il y a forcément des références et dans le langage contemporain, quoi. L'argot d'aujourd'hui n'est plus celui des années 60, qui était vraiment une langue à part. Maintenant, c'est plutôt des petits mots, des détournements, en fait, de mots. Et donc... il est là, présent, c'est souvent du langage parlé, il y a beaucoup de dialogues, donc évidemment on ne peut pas parler dans une cage d'escalier comme on parle à l'Assemblée nationale, hein. Il y a des langues différentes. Moi c'est ça que... je ne parle pas de langue étrangère, mais je parle très bien le français.
Donc je parle une grande... palette. Exact, de Donc, français. Et ça veut dire aussi que c'est suivant aussi les thèmes, les lieux où se déroulent les actions, en fait. Jamais interdit à mes enfants de dire des gros mots. Parce que j'en dis. Alors, je me voyais mal dire à mes enfants, on ne dit pas putain de chiotte, je dis putain de chiotte. Mais par contre, jamais ils sont arrivés dans une boulangerie en disant dis pétasse, donne-moi un pain. Dis bonjour madame, j'aimerais bien avoir un pain. C'est ça. Tu ne parles pas pareil. Il faut juste. Le langage, c'est ça. Hein. Savoir où, mais si on t'a interdit toujours de dire pétasse ou je sais pas quoi, ben, tu l'utilises à mauvais escient. Hein. Et tu diras un jour à ta mère ta gueule pétasse. Ça peut servir, mais bon, c'est pas ça. Hein. Donc, je crois que c'est ça, c'est utiliser... Et donc, effectivement, j'ai écrit un bouquin, c'était un seul dialogue, ça se passait dans une cage d'escalier, les gens avaient un langage très parlé et donc très imagé. Et juste après, donc j'ai écrit cette histoire à la première personne où c'est le couteau qui raconte. Le couteau parle de façon un peu précieuse, évidemment, quoi. Il survit à l'humanité. Oui. Ça, c'était donc le deuxième. Le troisième, c'était Les fils perdus civils de Rennes. Et donc, c'est fils, puisque ça se passe dans une ancienne filature déserte. Et là, ce qui m'intéressait, c'était cette culture prolétaire qui disparaît, en fait. Donc, moi, je suis issue de cette culture-là. Donc, radicale, cultivée, ascension aussi... Et bon, c'est une classe sociale qui disparaît, quoi. Vous allez dans les bassins sidérurgiques maintenant, du côté de Serein, il n'y a plus cette culture du bien-faire, du travail, de l'obstination, de ces histoires qu'on véhicule de génération en génération, de la chanson, de la culture, de l'écrit politique aussi. Donc il y a plus ça, et donc j'avais envie de faire un... Donc là, c'est aussi par rapport à la culture une chanson, donc c'est couplet, refrain. Après, il y a eu Otto, et là, c'était un clin d'œil, en fait, à mon histoire, à moi, donc la partie germanique de mon génome. Et donc, c'est 4 frères qui, à la sortie de la guerre, se retrouvent miraculeusement survivants aux abords de Berlin. Et sur leur histoire. Donc c'est à la fois, avec des échos aujourd'hui, puisque c'est la grande histoire, donc l'implication de l'histoire géopolitique, en fait, dans les histoires individuelles. C'est bien divisé, chaque fois il y a un peu l'histoire, et puis l'histoire continue voilà, pour un des on suit la trajectoire de chaque demi-frère, on pourrait dire ça. Voilà, parce qu'il y en a un qui est finalement arrivé jusqu'en France, un autre qui est resté en Allemagne, un autre qui a été prisonnier des Russes... Voilà. Donc effectivement, c'est des parcours. Et là, les méchants, c'est les loups blancs, un peu les Ku Klux Klan, quoi. En fait, ouais, c'est ça. Et puis aussi un clin d'œil sur les loups gris, enfin un clin d'œil sur les loups gris. Et même les loups, avec des ramifications en France, puisqu'il y a des sections de. Voilà. Alors, la vanité des pions. La vanité des pions, ça c'était puisé sur l'actualité. Et ça, c'est assez belge, justement. Oui, c'est le plus belge, en fait, de toutes ces histoires. Donc, c'est le rapatriement des sans-papiers. Et surtout la privatisation de ce commerce de rapatriement. Puisqu'il ne faut pas être con. Le côté lucratif aussi. Il y a du pognon à se faire. Et donc, effectivement, c'est un groupe de gens qui mettent en place toute une structure pour sous-traiter, en fait. Puisque, l'État charge les policiers essentiellement des fonctions policières, de répression et autres, mais délaisse ou en tout cas donne à d'autres, au secteur privé, d'autres tâches comme le gardiennage du parking, comme les PV dans la rue et pourquoi pas le rapatriement des sans-papiers. Et donc tant qu'à faire. Hein, pourquoi pas. Ça rapporte. Et puis pourquoi pas. Et puis en plus maintenant, dans les faits, c'est comme ça, parce qu'il n'y a plus de compagnie nationale. Or, quand on sait qu'on rapatrie 15 000 personnes par an, il faut bien qu'ils soient dans des avions. Hein, et des avions, donc c'est des privés, et donc évidemment, ils se font de l'argent, quoi. Et donc voilà, c'est juste un pas de plus dans la réalité, en fait. Et donc voilà, c'est l'histoire de ces gens et cette collusion qui existe entre les journalistes, les politiques, les gens qui savent, et puis on dit rien. Et ça, c'est un climat assez belge, du ciel bas. Ça se passe vers Molenbeek, le long du canal. De l'autre côté, du mauvais côté. Je ne sais pas si c'est le mauvais côté, c'est l'autre côté, effectivement, l'autre côté. Le côté industriel. On va se faire lâcher, Merci, super. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Voilà. Merci Pascal. De rien. De Reik.
Non, de rien. De rien, je...